Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, nous allons découvrir une solution, pas une application, une solution qui pourrait bien révolutionner notre manière de faire nos courses. Mais tout de suite, place à l'actualité des PME. Marseille, actuellement 7e hub numérique mondial, pourrait bien prendre la première place avec Digital Realty. Marseille, nœud d'échange de données digitales, verra un nouveau data center géant qui coûtera 280 millions d'euros. Et puis tenez-vous bien, 12 000 m² d'espace informatique qui permettront des échanges de 660 terabits secondes de données. C'est énorme. Il y a 10 ans, la biscuiterie Jeannette était mise en liquidation. Elle a été sauvée par ses salariés. 10 ans plus tard, cette biscuiterie de Caen, dans le Calvados, a retrouvé ses couleurs et ses clients. Les 24 salariés, soutenus par 2 repreneurs, ont doublé le chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Pour ses 35 ans, le parc Astérix vise les 3 millions de visiteurs contre 2,8 millions actuellement. Le parc appartient à la Compagnie des Alpes et va investir 20% de son chiffre d'affaires de 170 millions d'euros dans la modernisation du parc, mais aussi dans de nouvelles attractions comme par exemple la tour numéro bis, haute de 40 mètres, et puis la capacité hôtelière sera également renforcée et d'autres nouveautés sont également prévues pour 2024-2025. Et nous partons tout de suite à Troyes pour retrouver notre invité Alexandre Chêne. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes le CEO de PicotPay. PicotPay, ce n'est pas une application de plus que l'on installe sur son téléphone mobile. C'est une solution qui pourrait bien changer nos habitudes de consommateurs lorsque nous faisons nos courses. On va commencer peut-être par là, Alexandre. Qu'est-ce que PicotPay ? Alors, PicotPay, on s'attaque justement à la problématique de file d'attente dans les magasins, que ce soit le midi ou à 17h en sortie de bureau. Tout le monde va manger en même temps, tout le monde fait ses achats en même temps. Donc, ça crée une petite affluence en magasin. Donc, à partir de là, c'est une problématique aussi bien pour le magasin qui perd potentiellement des clients face à une file d'attente, ou pour le consommateur, lui, qui sur sa pause du midi, par exemple, n'a pas envie d'attendre 15 à 20 minutes. Et donc, face à cette problématique, on a créé une solution d'encaissement qui est accessible à tous. Donc, grosso modo, avec un QR code, on va transformer le smartphone de tous les clients qui se présentent dans ce magasin en une sorte de caisse automatique. Donc, il n'y a pas besoin de téléchargement et pas besoin d'inscription. On a juste besoin de notre téléphone, on scanne le QR code et puis c'est parti, on scanne les produits en magasin. Alors, soyons un tout petit peu plus concrets, si vous le voulez bien, à l'entrée du magasin. Le consommateur, vous ou moi, pouvons scanner le QR code à l'entrée du magasin afin de bien préciser où est-ce que l'on se trouve. Donc l'application va installer, je dirais, la bonne solution adaptée au bon magasin. Et ensuite, elle va transformer votre téléphone mobile en caisse enregistreuse au bon endroit. C'est bien ça ? Exactement. Donc, on scanne les produits qu'on veut en magasin. Donc, il faut scanner le code barre. Donc, une fois qu'on a scanné tous nos produits, un bouton apparaît, donc c'est un bouton pour payer. Donc, il y a Apple Pay, il y a Google Pay et il y a toutes les cartes tickets restaurants. Donc, Edenred et toutes les cartes Up Déjeuner, Sodexo et Swile. Alors plus précisément, le magasin qui propose ce service n'a pas besoin de créer de nouveaux codes barres sur les produits. Ce sont ceux déjà initialement installés sur les différents emballages. C'est beaucoup plus simple pour le magasin partenaire. Le prix est dans le code barre, bien entendu. Le téléphone enregistre cet achat et c'est le téléphone qui fera ensuite l'addition et qui vous permettra même de payer. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, il faut l'imaginer, ce service comme une caisse classique, mais dans notre poche. Donc, quand on passe en caisse, la caisse scanne le code barre. Une fois qu'on a scanné tous les codes barres, il y a un montant total et ensuite il y a un paiement. Donc, tous ces services-là sont regroupés dans le téléphone du consommateur et sans application à télécharger. Alors voilà, comment ne plus attendre à la caisse pour payer ses courses. On sort du magasin et c'est payé. Mais cela pose beaucoup de questions, Alexandre. Tout d'abord, votre business model, et j'imagine qu'il est basé sur les commerçants qui adhèrent à ce service et qui paient ce service, non ? À l'image d'un commerçant qui achète des caisses automatiques pour améliorer l'expérience client et fluidifier son affluence, nous, notre service, c'est pareil. Donc, c'est le commerçant qui achète cette prestation et qui le met gratuitement au service des clients parce que aujourd'hui, améliorer l'expérience client, ça devient, c'est quelque chose qu'il faut faire et qui devient normal pour le consommateur de ne pas attendre en magasin. Alors, vous en êtes où aujourd'hui dans votre développement ?
Alors, on a fait une première phase de prototypage, donc c'était pour tester techniquement la solution sur des magasins en Île-de-France. Donc, on a testé plusieurs industries, dont le textile, l'alimentaire, les magasins de soins et de beauté, magasins concept store. Et donc, suite à cette phase de prototypage, on a repéré que c'est sur l'industrie de l'alimentaire, pardon, et du textile où la solution apporte le plus de valeur, en tout cas. Et aujourd'hui, on est en phase de début de commercialisation. Donc, on commence cette phase. Donc là, on a équipé un premier partenariat Carrefour dans le Grand Est. Donc, c'est un Carrefour Contact. Et on se lance petit à petit sur d'autres enseignes. L'idée avec Picopet, c'est de se développer par région. Parce que l'idéal pour un consommateur, c'est que je l'ai utilisé dans ce magasin, et ensuite je peux l'utiliser un peu partout autour de chez moi, et donc de créer cette habitude d'achat, quoi, tout simplement. Oui, mais à terme, il faudra bien généraliser cette solution, parce que si ça marche dans les carrefours du Grand Est, il faut que ça marche aussi dans la même enseigne à Marseille. Je dis Carrefour, je pourrais dire Intermarché, je pourrais dire Auchan, pour citer plusieurs marques. L'objectif est quand même une généralisation, non ? C'est ça. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'équiper tous les magasins en France et ensuite, dans un second temps, devenir le leader en Europe. Mais notre focus, dans un premier temps, c'est par région. Ensuite, c'est au niveau national, donc d'équiper vraiment tous les magasins en France. Donc, un utilisateur Picopay peut nous retrouver aussi bien à Paris qu'à Marseille ou dans le Grand Est. Et pour terminer, juste une petite question pratique. Si je veux utiliser Picopay, je fais quoi ? Il y a juste à sortir son téléphone, on entre dans le magasin, on scanne le QR code, et puis c'est parti. Je scanne mes produits, je paye, et je ne fais plus la queue en magasin. Vous allez peut-être prendre le train pour ces vacances de fin d'année. Sachez que dans sa dernière édition, la SNCF, qui s'appuie sur des sondages pour définir le classement des plus belles gares de France, sondage réalisé sur les réseaux sociaux, bien voici donc le palmarès des 3 plus belles gares de France. En 3e place, la gare de Troyes. En 2e place, la gare de Saint-Brieuc. Et à la 1re place, la gare de Limoges-Bénédictin, qui a été élue la plus belle gare de France sur un panel de plus de 70 000 votants. Et c'est justement à Limoges que nous allons, où une partie des boiseries sauvées lors de la démolition de l'intérieur de la gare en 1979. Cette partie de boiserie revient. L'entreprise Blanchon et ses partenaires redonnent vie à ce patrimoine local. Un reportage de cette à Limoges. Jusqu'à la fin des années 70, le bois dominait dans le hall des Bénédictins. Aujourd'hui d'acier et de verre, la salle des Pas Perdus va retrouver un peu de charme avec le retour d'une partie sauvegardée par des cheminots et réhabilitée par l'entreprise Blanchon. En fait, si vous voulez, au départ, c'était une grande boiserie qu'il y avait dans la gare. Il y a une personne qui s'est décidée à récupérer un morceau de cette boiserie, la conserver, et aujourd'hui, on est là pour ça, quoi. Et c'est en fait tout son parcours et c'est assez émotionnel. Acheminés depuis l'atelier en zone sud de Limoges, les éléments vont être mis en place au plus près possible des accès au quai. On a eu la maîtrise d'ouvrage déléguée par le maître d'ouvrage chez Gare et Connexion, et l'État est intervenu à hauteur de 40% lorsque la maîtrise d'ouvrage déléguée a été signée. Donc, voilà. L'État donc apporte 40% de subvention car il fallait une association. Et pourquoi c'est Historail qui est maître d'ouvrage délégué? Il fallait une association à la fois pour l'État, qui ne peut pas verser subvention à une entreprise commerciale comme SNCF ou Gare et Connexion, et la Fondation Patrimoine ne peut pas non plus de verser d'argent à une société commerciale. Donc c'est l'association qui a été choisie. On a 57% d'obtenus, et j'espère que avec ces boiseries qui vont renaître et qui vont être réinstallées, qu'on va revoir, ça va donner un coup de pouce aux donateurs. Participer au financement est relativement simple par la plateforme LOSO ou bien directement auprès d'Historail. 3 à 4 jours de montage devraient permettre de faire fonctionner la mémoire des anciens et surprendre les plus jeunes, les boiseries ayant été démontées en 1979. Quand René Brissot a eu le chantier de la démolition des grands meubles de cette gare en bois intérieure à l'ensemble de la gare des Bénédictins, la décision a été prise de tout démolir, sauf lui. Il n'a pas démoli une toute petite partie, la partie la plus symbolique pour Limoges, à savoir celle qui avait des porcelaines Camitaro et une carte touristique réalisée par les ateliers Chigot, lesquels ont réalisé les plus de 700 vitraux qui sont dans la gare. Nous avons conservé, j'allais dire clandestinement, ce monument.
dans la gare d'abord de Saint-Léonard-de-Leblin et Istorail a récupéré cela devant après pour le mettre en protection. Protégées puis restaurées, ces boiseries sont attendues par les différents financeurs et évidemment par les usagers de la gare. Face à l'histoire, d'autres boiseries totalement neuves ont pris place dans la salle des pas perdus. Allez, plus que quelques semaines à patienter avant Noël et peut-être que vous comptez bientôt décorer votre sapin. À Briec, dans le Finistère, Cécile et David Leferrec se sont lancés il y a 10 ans dans la production de sapins bio. Et juste avant les fêtes, les journées sont plutôt bien chargées. Un reportage d'Enora Le Nôtre de TBO. À l'approche de Noël, ce n'est pas le bruit des grelots qui résonne dans les champs de David Leferrec, mais celui de sa tronçonneuse. Découpe et livraison sont devenus le quotidien de ce producteur de sapins basé à Briec. C'est effectivement les 2 semaines où on court beaucoup, c'est la course, c'est la dernière ligne droite si on peut dire. Alors nous on fait environ 2000 sapins par an, donc on est tout petit, on est des microbes j'allais dire dans le monde du sapin de Noël. David et Cécile Leferrec se sont lancés il y a 10 ans dans la production de sapins de Noël dans leur ferme de Briec. Nobilis, Norman, Epicea ou Grandis, ils cultivent 4 espèces de sapins vendus directement à la ferme. On choisit notre sapin de Noël et le critère c'est la taille et la forme du sapin. Celui-là c'est bon ? Et tout ça en continuant d'exercer en parallèle leurs emplois respectifs, mais rien d'impossible pour ces passionnés. Mais on arrive à allier après, je dirais, dans le courant de l'année. Il n'y a qu'au moment des ventes de sapins que c'est vraiment la course un peu. Mais après, non, ça permet de se détendre à tailler les arbres. Il y en a qui font du foot, du VTT, d'autres qui jouent aux cartes. Nous, c'est notre credo, c'est le sapin de Noël. Le couple a fait le choix de cultiver biologiquement ces sapins, une évidence pour être en accord avec leur environnement. On cultive les arbres depuis la graine jusqu'au grand sapin de 4 mètres, sans jamais un produit phytosanitaire, pas d'engrais chimiques non plus. On va plutôt cultiver l'herbe, favoriser l'herbe pour garder un sol propre et tous les bienfaits que ça peut amener au sapin. Les sapins glasiques sont la seule exploitation labellisée bio en Bretagne, comptez en moyenne 37 € pour un sapin. Merci d'avoir suivi ce Business Club de France des entrepreneurs que vous pouvez revoir en replay sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio, en podcast sur toutes les bonnes plateformes qui diffusent les bons podcasts. Merci également aux radios qui diffusent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.